Donc, il faut obtenir ça. Ça, c'est quoi? C'est un mot dont les caractères sont écartés. On a évidemment mis une couleur de fond sur les caractères et un contour qui ne modifie pas l'aspect des caractères, parce que ça, c'est tabou chez les graphistes, c'est evil. On ne peut pas faire un contour qui soit à cheval sur le bord et qui va modifier le dessin des caractères, parce que c'est pas respecter le travail du typographe. Donc, comme je disais ici, peu importe le mot et la police de caractère, comment écarter les caractères les uns des autres, comment mettre un contour qui ne déborde pas sur le dessin des caractères, on respecte le travail du typographe. Et, petite info supplémentaire au passage, c'est quoi la différence entre police et fonte? Est-ce que quelqu'un sait? Alors, regardez, j'ai demandé à Bing, j'aurais pu demander à n'importe quel autre IA. Les IA, c'est vraiment, ça peut aider vraiment, hein. Donc, une police, c'est ce que Bing me dit, parce que je lui ai demandé c'est quoi la différence entre police et fonte. Une police de caractère est une famille de lettres partageant le même design. Bon, ben, par exemple, Arial, euh, tandis qu'une fonte est une variation spécifique de cette police. Oui, c'est ça, italique, bold, bold italique, semi-bold, etc. Voilà. C'est pas extrêmement important pour arriver à survivre dans le monde du graphisme, mais ça explique qu'il y a quand même une différence. Donc, quand on parle de fonte, on parle d'une police et plus spécifiquement d'une de ses variantes. OK. Donc, je vais faire un nouveau document pour faire ça. Donc, la première chose, c'est prendre l'outil texte et surtout vous cliquez, vous n'appuyez pas et bougez parce que ça fait un bloc et nous, il nous faut juste une ligne. Vous tapez le... Ah non. Ah. Voilà. Bien sûr, on pourrait, en sélectionnant avec l'outil texte les caractères, faire commenter sur le Mac ou CTRL-T sur le PC ou menu fenêtre texte caractère ou cliquer sur là au-dessus. Voilà, on a la palette de caractères, on a tout ce qu'il faut. Là, il y a toujours plein de solutions. Eh bien, on pourrait modifier ici la taille du caractère, en fait, hein. Donc, je vous rappelle que si on va avec la touche Shift, ça va de 10 en 10, les chiffres, et c'est quand même plus rapide. Donc ça, c'est une première solution. On peut bien sûr taper directement ce qu'on veut ici. Là, c'est en points typographiques, la taille du caractère. Si, à un certain moment dans Illustrator, vous préférez que ce soit en millimètres, pour une raison ou pour une autre, c'est possible, ça se règle dans les réglages d'unité. On peut dire les caractères, ils seront en millimètres ou en centimètres. Quand on fait du lettrage, grand format, on ne parle plus en points parce que sinon ça fait 1500 points, 3000 points, on parle en centimètres. Mais en général, on reste en points. Mais je veux dire, techniquement, il est possible de faire en sorte que ce ne soit pas des points. Bon, sinon, autre solution pour agrandir, outil transformation. Donc là, précédemment, au jour précédent, dans le menu affichage. Ah oui, ok. Non, j'ai rien dit. Si je prends la flèche noire, j'ai le cadre. Donc j'allais dire que le cadre de sélection, on l'avait masqué, mais en fait non, il n'est pas masqué dans ce cas-là. Il suffit juste que j'active la flèche noire et j'ai le cadre. Et là, j'ai même pas besoin donc d'activer l'outil de transformation. J'ai le cadre, je prends la poignée du coin en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Pas les deux en même temps, évidemment. Voilà. Alors, vous vous souvenez que normalement, il faut, en ayant la ligne sélectionnée là, il faut aller enclencher dans la palette caractères l'approche de pair, P-A-I-R-E, le kerning,
optique. Puis, Voilà. that's what? Mais c'est pour qu'il n'y ait pas de trou entre certaines paires de caractères. Parce que sinon, c'est mathématique, en fait. Hein. C'est une approche mathématique, un espace mathématique entre chaque caractère si on ne fait pas ça. Donc là, ça fait le boulot du graphiste, en fait, hein, qui, sur des titres, des gros titres, des enseignes de magasins, doit bien espacer les caractères. Voilà, voilà. Donc, je vous avais montré le jeu sérieux. Hein. The sentence would be phone for which he said to the dot. Voilà. C'est ça pour la planète. Bon, je vais essayer dans un autre navigateur parce que je ne sais pas pourquoi, dans Firefox, le kern type là, ne fonctionne pas bien. Voilà. Ben, vous vous souvenez, hein. Donc voilà. Mais je précise que pour une raison que j'ignore, chez moi, dans Firefox, ça ne marche pas. Donc peut-être que chez vous aussi, ça ne marchera pas dans Firefox et qu'il faudra passer à Safari ou Chrome. Bref, un truc que je ne vous avais pas montré, c'est les catastrophes. Donc, je vais peut-être passer dans Google quand même parce que pour faire ça, pour voir ça, j'aurai plus de résultats dans Google en fait. Ok, ça c'est intéressant. Kerning, disaster, des désastres. Oui, réel. Est-ce que je vais trouver des bons exemples? Oui, voilà. Donc, on a ici Click Lovers. Je ne sais pas si vous savez ce que ça indique en anglais. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a quand même pas tellement de résultats. Ça devient un peu plus puriste, le web. Kerning Disaster. Je vais quand même réessayer comme ça, tiens. Ah, il y a ça qui est la poche. Ah, les tatouages, ça, c'est encore une autre histoire. Oui, ça, c'est le genre de choses, par exemple, un graphiste qui fait du vélo et qui arrive là, il tombe en syncope sur le sol, vous le trouvez. Voilà. C'est un désastre. Ah, voilà. Voilà. Et il faut faire attention à l'approche entre les caractères, quoi. Oui, mais bon, Et c'est du vrai, ça. C'est pas de l'inventé, hein. Ah, voilà. C'est censé être Kids Exchange, mais voilà. Que voulez-vous? Ça tourne souvent autour de la chose, qu'on va dire. On ne sait pas pourquoi Clint, il a été renommé, là. Et ça vous fait rire, des bêtises pareilles. Team X. Ben oui, l'équipe, ça... Oui, non, mais c'est quand même incroyable. Ah oui, alors on a les fuckering lights. Hein. C'est censé être des flickering lights, mais... Sorry, Ouais. Ouais, cover your home. Il a dit... Que voulez-vous? C'est tellement ridicule. Il y a des groupes Facebook aussi où on parle de tout ça, en fait. Bon, bref, vous avez vu, Kerning Disaster. Oui, parfois les plaques de voiture. Oui, et aussi quand vous choisissez le nom d'une entreprise, vérifiez si vous allez travailler à l'international, que dans certains pays, ça ne veut pas dire un truc complètement dégoûtant, quoi. C'est quand même un peu chiant. Bon, bref, vous avez trouvé pour écarter les caractères? Alors, comme vous l'avez dit, si le texte, on l'a déjà vectorisé, pour écarter, ça ne va plus fonctionner par ici. Mais il y a un autre système. Mais là, vous avez vu pour écarter les caractères. Oui. Voilà, à toujours avec la touche Shift si on veut que ça aille plus vite. Voilà. Alors, quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est intéressant à voir, c'est, voilà, vous avez un résultat, mais si vous avez l'œil, vous vous dites,
peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace entre deux caractères ou trop d'espace entre deux caractères. Par exemple, entre le G et le E, ici, je me dis, tiens, je les rapprocherais peut-être bien l'un de l'autre. Donc, comment faire? Je vous montre. Avec l'outil texte, si on clique entre deux caractères, on voit quelle est l'approche entre les deux caractères ici, moins 23 dans mon cas. Pourquoi est-ce que c'est entre parenthèses? Quand vous voyez des chiffres entre parenthèses dans les logiciels Adobe, c'est que ce n'est pas vous qui les avez choisis, c'est le résultat d'un calcul. Dès que je modifie, les parenthèses s'en vont, vous voyez. Et là, je vais modifier avec la touche Shift, parce que c'est quand même, le texte est grand. Et là, à l'œil, je repositionne. Voilà, je peux le faire entre le A et le G aussi. Voilà. Vu que entre tous les caractères, c'est pas la même proportion. Ah, mais non, c'est pas le même. C'est l'idée, en fait. Hein. C'est que quand on a demandé l'approche optique, c'est Adobe, c'est le Illustrator qui a lui-même choisi l'espace entre les caractères. Pour que ce soit plus. Oui, pour que ça fasse bloc, pour qu'il n'y ait pas de trou entre les caractères. Mais je suis en train de vous montrer que vous pourriez aller plus loin, peaufiner encore plus, quoi. De cette manière-là, quoi. Voilà. Allez-y, testez. Donc, ceci fonctionnera comme dans InDesign, comme dans Illustrator, en fait, hein, puisque dans Photoshop Illustrator, c'est le moteur typographique de InDesign. Donc, ce qu'on est en train de faire là fonctionnera dans InDesign, de la même manière. Ah, revenir en arrière, c'est toujours l'historique. Voilà. Ou enregistrer régulièrement, et puis on revient sur la version d'avant, si on a foiré. Et donc, l'historique, je vous rappelle, ne commencez pas à jeter à la corbeille. Il suffit de cliquer pour voir les différentes choses. Voilà. Il y a une autre méthode pour gérer l'espacement entre les caractères, et ça utilise un des outils qui sont là, un outil qui vient de la version tablette de Illustrator. Mais on en reparlera. On ne va pas trop diverger. Alors, si vous mettez donc à l'aide du nuancier et plus particulièrement de la palette True Match, vous mettez une couleur de fond et de contour, donc forcément là le contour sera à cheval sur le bord du texte. Donc je vous rappelle, hein, dans la palette nuancier, catalogue de couleurs True Match. Alors certains ou certaines parmi vous connaissent peut-être les Pantone. Les couleurs, des encres très utilisées en Europe quand on veut faire un titre fluo sur une couverture de magazine. On ne peut pas le faire avec les encres sion, magenta, jaune, noir. Il faut une cinquième couleur, une couleur supplémentaire, et c'est souvent une couleur de la marque Pantone. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne le trouve pas dans les catalogues de couleurs? Eh bien, en fait, depuis quelques années, il faut payer Pantone pour avoir Pantone dans les logiciels Adobe. Donc pendant des décennies, on avait les catalogues Pantone. Maintenant, on ne les a plus, sauf peut-être un. Non, même pas ici, je ne vois pas. Donc voilà. Donc les autres, là, Toyo, HKS, Focaltone, c'est des autres marques qui ont fait des nuanciers couleurs, en fait. Hein. Oui, on peut en fait créer au cas par cas une Pantone dans les logiciels Adobe. Il y a moyen de trouver des codes couleurs. Oui, c'est ça, on peut trouver les codes couleurs, exactement. On va sur le web, il y a des correspondances et on encode le code couleur, de préférence en LAB. Il faut avoir la correspondance Pantone en LAB. Voyons ça.
Ok. Normalement, il y avait une... Ok, on va voir ça. Ah tiens. Ok. Alors, Pantone. Vous avez une Pantone en tête. Je recherchais la couleur Pantone du Golden Bridge, là, le pont de San Francisco, mais je pense que ça doit être l'orange 31C, un truc comme ça, juste pour démarrer d'un exemple, pour montrer que même en industrie, en architecture, on peut utiliser les Pantones pour définir les couleurs, pour les préciser. Hein. Cool. Je sais qu'elle est moins de l'île. Ah, Golden Gate Bridge, c'est ça, voilà, bien. Ok. Puis de Il donne... Si, certainement, certainement. si on y va, émission d'open, bien, Hein? on demande qui il y a une chaîne. Le... Non? Ah, peut-être, peut-être. Mais il faudrait que j'aille voir ici un peu plus. Il va se bloquer comme ça, mais chaque année, il sort là, Oui. Ah oui, en image, on trouve plus facilement. Ok. moi, j'écris Golden Dutch Code, bon, Donc tu dis 180. et bien, tu l'as pas bien. Pantone 181. Bon, c'est possible. Ça me paraît un peu foncé, mais Le reste, partons vers ça. parce que c'est aussi c'est Ah. Les couleurs avec les hashtags, c'est ce qu'on appelle l'hexadécimal. C'est les couleurs du web. C'est autre chose. Ok, donc Pantone 180. sans cette classique. Ils disent que pour le Golden Bridge, c'est 173C, c'est ça? C'est à cause de ça, j'ai comme rien. Ok. Allez, 173. Voilà. Ok. Bon, et Voilà, convertisseur Pantone vers LAB. j'entends. Donc là, j'ai juste un problème, c'est qu'il ne me met pas le LAB, mais il me le met en... Ah si, voilà, ok. Il me le mettait en RGB. Non, il ne le met pas en RGB, ça c'est juste le sélecteur. Il me le met en LAB, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, c'est mieux que le RGB ou le CMJN, le LAB, parce qu'en fait, suivant l'écran que vous utilisez, suivant la presse avec laquelle vous imprimez, certaines valeurs RGB ou certains pourcentages d'encre CMJN, ça donne pas la même couleur. C'est dépendant du matériel. On appelle ça des espaces couleurs dépendant du matériel, le RGB et le CMJN. Tandis que le LAB, c'est scientifique, ça n'est pas attaché à un matériel en particulier. Et donc, la couleur Pantone, ce serait du 49, 52, 49. Voilà. Et donc, si on veut cette couleur-là dans les logiciels Adobe maintenant, ben, il faut l'encoder soi-même. En allant, par exemple, ici. Voilà, en double-cliquant là. Vous avez l'encodage... il n'y a pas le LAB, là? Ah, c'est pas grave, on va faire autrement. C'est dans Photoshop Clear. Ok, on va aller dans le nuancier alors. Dans le nuancier, demander une nouvelle couleur. Ok. Ok, là il y a LAB. Voilà, donc on était en 49, 50, 49, c'était ça? 52, 49. Alors en réalité, la couleur, si vous vous trompez, c'est pas grave parce que vous allez communiquer avec l'imprimeur pour lui dire tiens, ça, c'est une Pantone 173 ou sa variante belge, la 173. Excusez-moi, c'est juste pour rire. Et donc là, on peut même indiquer à la place de ça, voilà. Et il faudra indiquer que c'est un ton direct, que la couleur n'est pas faite au final par
mélange de 4 encres cyan, magenta, jaune, noir, mais que c'est une encre supplémentaire. Donc voilà, ça répond à la question. C'est bien parce que je n'avais pas nécessairement décidé d'en parler maintenant, mais ça répond à la question. J'ai évoqué juste le fait que c'est bizarre. Ah ben voilà, justement, j'ai tapé le mot Pantone dans le logiciel et il m'affiche ça. En fait, les nuanciers Pantone ne sont plus disponibles car les accords de licence entre Pantone et Adobe ont changé. En savoir plus. Voilà, donc il faut payer un abonnement chez Pantone pour avoir... mais je vous dis franchement, il y a peu de gens qui le font. Pourquoi? Non, pas tout. Oui, c'est ça, il y a des abonnements partout. Mais au moment où ça s'est fait, il y a pas mal de graphistes qui ont râlé et qui se sont dit c'est quand même un peu exagéré, quoi. Donc ça, c'est la solution. Hein. Vous avez vu, trouver la valeur, la correspondance LAB, c'est une description scientifique des couleurs, et l'encoder dans les logiciels, la correspondance de la Pantone que vous voulez mettre. Encore une fois, si vous ne mettez pas exactement la bonne couleur, c'est pas grave, hein, parce que voilà, j'aurais mis du vert, par exemple, à la place de la Pantone orange et rouge ici. Mais si je dis à l'imprimeur que c'est de l'encre Pantone 173, il va utiliser cette encre-là, il va la préparer au départ des Pantones de base, il va mixer, il va préparer cette encre-là, et ce sera cette orangée-là que j'aurai. D'accord? Donc, voilà, c'est juste par un souci de quand même voir sur l'écran ce que ça va donner, qu'on met la bonne valeur LAB. Alors, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont chercher, dans les anciennes versions de Adobe, ils vont chercher les fichiers Pantone. Dans le dossier de l'application, à un certain endroit, il y a les fichiers des catalogues Pantone et ils les réinstallent dans la nouvelle version. Comme ça, ils ont les Pantone malgré tout. Ici, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas les Pantone là. Mais c'est ce que beaucoup de gens font. Oui, il y a juste un problème, c'est qu'entre-temps, Pantone pense conformer à des exigences écologiques européennes, à reformuler les encres, et alors c'est pas tout à fait les mêmes Pantone maintenant que les anciennes Pantone qu'on trouve dans les anciens logiciels Adobe. Voilà, c'est un peu complexe, mais... Oui, puis alors ça, c'est plutôt du niveau 2 ou 3 dans les logiciels Adobe, mais je vous donne l'information. Utilisez... Je veux dire, normalement, on n'en parle pas au niveau 1 pour les tout débutants, mais voilà, pour ceux ou celles que ça intéresserait, utilisez le nuancier Pantone dans InDesign et exporter le PDF Quadri. C'est la même chose dans Illustrator, hein, si on veut utiliser les nuanciers Pantone dans Illustrator. Donc, c'est une vidéo dans laquelle j'explique ça, notamment, elle dure combien de temps? 19 minutes, et j'explique ça et d'autres choses. Voilà le QR code pour accéder à la vidéo. Et alors, j'ai une autre vidéo qui parle des chartes graphiques. Les chartes graphiques, pour celles qui ne verraient pas ce que c'est des guidelines, c'est des guides. C'est un document guide qui indique comment on doit utiliser un logo, comment est-ce qu'on peut le placer dans une mise en page, et qu'est-ce qui est interdit. Quand on le place en magasin, comment est-ce qu'on le place, le logo sur les véhicules, enfin, c'est toute l'utilisation du logo. C'est ce qu'on appelle une charte graphique. Et dans la charte graphique, on définit la couleur du logo et souvent on utilise une encre Pantone pour définir la couleur du logo. Mais on donne aussi l'équivalent RVB et CMJN de la Pantone. Donc la couleur créée par mélange d'encre rouge vert bleu, de lumière rouge vert bleu. Donc la couleur créée par mélange de lumière rouge vert bleu et la couleur créée par mélange d'encre cyan, magenta, jaune, noir. Au départ de la Pantone, on fait ça. C'est souvent mal fait parce qu'en fait, il existe plein de RVB et plein de CMJN différents. Ben oui, chaque fois que je change le papier sur lequel j'imprime, si j'envoie la même quantité d'encre, ça donne une couleur différente parce que le papier a
influence la couleur. Et c'est pour ça que dans beaucoup de chartes graphiques pas très professionnelles, on vous met les valeurs RVB et CMJN, mais sans indiquer, tiens, c'est pour quel papier. Et je prends l'exemple ici dans la vidéo de la charte de la chaîne TV Arte. Elle a été refondue d'ailleurs, vous avez l'ancienne charte et la nouvelle. Et eux, ils précisent pour quel papier c'est prévu. En fait. Ça ressemble au banane. Oui, je suis fan des oranges. Voilà. Donc, je vous ai montré le QR code de celui-là. Voilà. Donc, c'est des infos supplémentaires. Il ne faut pas vous cacher que c'est vaste. Hein. C'est vaste, Ça correspond bien. tout ce qui est graphisme. Et oui, pour les longues soirées d'hiver, vous allez voir la tête de Bibi. Mais alors, voilà, moi, je vous montre parfois des vidéos qui ne sont pas à moi, parfois des vidéos à moi, mais bien entendu, d'abord, ce n'est pas monétisé, les chaînes, donc je ne gagne pas d'argent si vous regardez les vidéos. Et deuxièmement, si vous trouvez l'équivalent chez quelqu'un d'autre sous forme d'une page web, sous forme d'Instagram, d'autres chaînes YouTube, c'est nickel. Hein. L'essentiel, c'est de se former et d'avancer par soi-même. C'est fort apprécié, en fait, hein, les gens qui peuvent apprendre par eux-mêmes, continuer à évoluer. Donc, dans le dossier, vous trouverez un lien vers les vidéos. Et c'est un lien de type webblock. Donc ça, c'est typique Mac. Quand vous double-cliquez, vous êtes sur un Mac, vous double-cliquez sur un webblock, ça vous ouvre dans le navigateur la page. Si vous êtes sur PC, en fait, il faudrait un point URL pour les PC. Mais ça, je ne peux pas vous le faire. Par contre, ce qu'on peut faire quand on a un webblock et qu'on est sur un PC, c'est à la place de webblock, indiquer TXT. Et à ce moment-là, le fichier peut s'ouvrir dans un traitement de texte. Et dans le string, oui, désolé, ça s'appelle. On a l'adresse qui est là. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une balise qui s'appelle slip, mais en tout cas, il y en a une qui s'appelle string. Non, je sais parce que j'ai été prof d'HTML, donc je peux vous dire que les balises slip, je ne les vois pas. Donc, arrêtez de rire, vous êtes monstrueux. Ok. Vous avez le texte, je vais quand même enregistrer, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Vous allez mettre une couleur de contour, donc casse contour à l'avant-plan. On va aller chercher dans le nuancier True Match, par exemple. Voilà. Vous mettez la couleur. Qu'est-ce que je vais mettre qui ne sera pas trop foireux? Pas évident, hein, avec la couleur qu'on a là, mais bon, voilà. OK. Et alors, vous modifiez l'épaisseur avec la palette contour. Fenêtre, contour. C'est une des manières d'y arriver. Avec la touche majuscule. Et alors, comme on voit, le contour se met à cheval sur le vecteur. Je vous rappelle commande Y, hein, on voit sans les couleurs, la police, là. Et donc, si j'essaye de le mettre à l'extérieur, est-ce que ça fonctionne? Ben non, ça ne fonctionne pas, en fait. Parce que cette fonctionnalité contour à l'extérieur ne fonctionne pas sur des polices de caractères. Alors, dans InDesign, oui, ça fonctionnera, mais pas dans Illustrator. Donc, je suis obligé ici de vectoriser, texte vectorisé. Et là, en principe, avec le texte vectoriel, maintenant, si je fais commande Y, on voit que j'ai des vecteurs. J'arriverai à mettre le contour à l'extérieur. Voilà. Voilà. Alors, et jusque-là, j'imagine que ça va. Voyons un peu dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on a obtenu. Donc, palette des calques dans le menu fenêtre. Donc, je vous rappelle que si ça devient le boxon,
Shift Tab, une fois, deux fois s'il faut. Shift Tabulation, majuscule Tabulation, et on se débarrasse des palettes de droite et on va rechercher proprement la palette des calques. La taille des vignettes, ça n'a pas trop d'importance si on les met grandes, mais je vous rappelle que ce serait dans le menu Pancake, dans Options panneaux, qu'on pourrait agrandir les vignettes pour les avoir à la même taille que dans Photoshop. Et en fait, la vectorisation a créé un groupe. Et donc là, je voudrais vous montrer qu'il est possible d'espacer les caractères malgré qu'ils soient maintenant vectoriels. Donc on va voir l'espacement d'objets. Let's Ok, donc si on veut arriver à espacer les caractères, il faut qu'il n'y ait plus de groupe. Donc vous faites objet dissocié. Dissocié, ben on a un groupe et ça va l'enlever. On aura des formes indépendantes. Tout dissocié, c'est quand on a des groupes dans les groupes qu'on fait ça. Ben alors ici, vous feriez tout dissocié, ça reviendrait au même en fait. Hein. Donc, attends, tu cliques sur l'objet avec la flèche noire? Ah oui. C'est dans le cax. Ah oui, mais attention, je vous rappelle, hein, si vous faites ça, attendez un peu, je ne sais pas s'il y en a un qui est sélectionné là. Ça, le groupe n'est pas sélectionné. Hein. C'est ce qui est la double cible qui est sélectionnée. Et on sélectionne comme ça dans la palette des calques. Hein. Ah oui, oui, faites pas des sélections à la manière Photoshop en cliquant sur les noms des choses. C'est vraiment le ciblage ici. Objet dissocié, voilà. Alors, vous voyez que les objets s'appellent tracés transparents. Tracé transparent, c'est quoi? C'est en réalité des objets vectoriels avec des trous. En réalité, si je fais commande Y, on a, pour certains caractères, la forme extérieure de la lettre et puis un ou plusieurs trous. S'il y avait un B, j'aurais plusieurs trous, logique. Hein. Eh bien, là où ça se superpose, ça fait un trou. C'est ça qu'on appelle un tracé transparent. Donc, ne pensez pas que c'est de la transparence où vous allez pouvoir, avec un curseur, modifier le pourcentage de transparence pour le rendre transparent. Donc, c'est pas ça. Dans ce cas-ci, ça, c'est autre chose. Ça, c'est la palette de transparence. Ici, quand on voit le mot tracé transparent, c'est pour faire cet effet de trou. Ah bah d'ailleurs, vous allez pouvoir faire un test. Allez-y, avec la flèche blanche plus qui est derrière la flèche blanche. Si vous allez activer le bord d'un trou, vous le voyez, et que vous le bougez, attention que si vous cliquez plusieurs fois, ça va sélectionner la lettre entièrement. Hein. Alors regardez, si avec la flèche blanche plus, je double-clique, ça a sélectionné l'intérieur et l'extérieur, c'est pas bon, je clique à côté. C'est juste cliquer une fois sur le bord du trou et déplacer en appuyant, en bougeant. Et là où ça ne se superpose plus, ben on voit que la forme, voilà, c'est le principe. Si elle est plus au-dessus de l'autre, elle ne fait pas un trou. Mais comment il à la traiter? Donc c'est la flèche blanche plus qui permet de manipuler une partie d'un sujet, d'un système. On clique sur le bord, on appuie et on bouge. Pas du tout, ça me contrôle. Non, non, non. Mais chez moi, ça bouge là. Ça bouge tout. Il faut. Le problème, c'est que tu n'as peut-être pas pris la flèche blanche plus, tu as peut-être pris la blanche. Ah ben là, ouais, forcément, ça c'est pour bouger des points individuels. Ah ouais. Comment Tout s'explique. je peux savoir? Ah, mais ça c'est de l'Illustrator de base. Moi, c'est là. Je suis chez Affinity. Moi, Faites attention à pas double-cliquer. Si vous double-cliquez, ça sélectionne le trou et l'extérieur de la lettre. Et si vous cliquez encore une fois, ça pourrait même sélectionner... Ah mais non, pas le reste parce qu'on a dégroupé. Donc faites gaffe, cliquez à côté dans ce cas-là et on recommence. Voilà. c'est un grand PDP.
Enfin, vous avez vu le principe, hein, je vous explique c'est quoi tracé transparent, pourquoi. Et alors, c'est assez systématique, c'est-à-dire ça réfléchit pas, hein, c'est stupide. Vous voyez, le R ici, il n'a pas de trou, pourtant ça s'appelle tracé transparent. Le I, c'est deux formes séparées, ça s'appelle tracé transparent, le V. Donc voilà, ils s'appellent tous tracé transparent. C'est le processus, quand on fait texte vectorisé, il vous crée au départ des caractères, la police, qui elle-même est vectorielle en fait, mais vous n'avez pas accès au vecteur. Il vous donne accès au vecteur. Texte vectorisé vous donne accès au vecteur. Mais toute police que vous utilisez dans n'importe quel programme, c'est des vecteurs en fait, mais vous ne les voyez pas. D'accord? C'est pour ça que quand on zoome, elles sont super nettes les polices, hein, c'est pas des pixels. Hein. Ça, c'est anciennement, il y a 20 ans, les polices pixels. Maintenant, c'est des vecteurs. Ça vous paraît clair? Donc, en fait, sur un CV, vous devez mettre que vous maîtrisez Photoshop. Parce que c'est la base, c'est le B à bas, c'est... Quand on est dans le graphisme, c'est normal qu'on connaisse Photoshop. Tout le monde doit connaître Photoshop. Et ce qui va faire la différence avec un CV, d'un CV à l'autre, c'est que vous allez ajouter des logiciels que peu de gens maîtrisent, notamment Illustrator. Je vous dis, il y a plein de gens qui détestent Illustrator parce qu'ils connaissent Photoshop, ils n'ont pas réussi à passer le cap. Donc Illustrator, c'est vraiment un plus. InDesign aussi. Voilà. Suite Adobe, c'est un peu vague. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, suite Adobe parce que, quoi, on fait du montage vidéo, on fait du web. Ouais, ouais. Et alors, éviter les auto-évaluations dans les CV, ça ne veut absolument rien dire. Parce que vous allez avoir des situations bizarres. Quelqu'un qui s'y connaît bien, il va dire, tiens, Photoshop, je le connais à peu près 3 ou 4 sur 5, Illustrator à peu près 3 sur 5, parce que la personne a compris à quel point c'est vaste et qu'elle n'est pas tellement loin que ça. Tandis qu'un tout débutant qui n'a pas compris à quel point le logiciel est vaste, il va s'évaluer 4 sur 5, 5 sur 5, donc ça veut absolument rien dire, ça, les auto-évaluations. Il vaut mieux indiquer qu'on connaît tel ou tel logiciel et puis indiquer peut-être des fonctionnalités qu'on connaît, des fonctionnalités particulières que seuls les avancés connaissent, notamment travailler avec les variables dans InDesign, hein, variables de texte. Là, si on voit qu'on travaille avec les variables de texte, c'est déjà... vous comprenez, les débutants surévaluent leurs compétences. Oui, mais c'est bien, il faut vraiment... Tout à fait. Tout à fait, c'est le perfectionnisme. Tu dis que la femme, si elle connaît 80%, elle ne va pas postuler, alors que l'homme qui connaît 40% postulera. Ouais. Alors, il faut dire plusieurs choses à ça. Premièrement, les entreprises engagent aussi les gens sur la promesse d'évolution. Donc, si on ne connaît pas tout à fait, ce n'est pas nécessairement un drame. Et il y a aussi le fake it till you make it, c'est-à-dire tu mens sur tes compétences et si tu as le job, tu étudieras les choses qu'il faut. Donc, tout à fait, ça ne m'étonne pas ce que tu dis là, mais c'est lié au perfectionnisme, la justice, la volonté de justice. Voilà, le perfectionnisme, c'est le pire ennemi parfois de la personne. Hein. On veut trop bien faire et à ce moment-là, il est possible que le CV des femmes soit plus juste que le CV des hommes. C'est ce que tu as lu, c'est ce que tu as entendu. Il est possible, oui. Voilà. Donc, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est juste, peut-être que la personne se surévalue, je ne connais pas ces personnes-là. Parfois, il y a des CV qui sont juste des templates, en fait, hein. Ce n'est pas des vraies personnes, mais difficile de dire. Est-ce que vous avez entendu parler de Dunning-Kruger? Non, pourtant, on en a parlé beaucoup sur le web, en fait. Hein. Donc, c'est deux scientifiques, hein, c'est un scientifique et son assistant.
C'est moi qui reconnais les sujets plus longtemps. C'est ça, moins on connaît le sujet, plus on pense qu'on est pro dedans, voilà. Donc c'est assez connu, hein. Et je vous en parle parce que franchement, moi, ça m'a aidé beaucoup dans le relationnel, parce que, voilà, quand on est pro dans un domaine, il y a toujours quelqu'un qui n'y connaît rien et qui vient vous dire quoi faire. Et que faire par rapport à ça Ben oui, on a vu ça notamment au moment du Covid, hein, des gens qui n'étaient pas médecins et qui avaient un avis assez tranché sur la question. Tout ça. Donc vous avez ici en horizontal la quantité de compétences. Plus on avance vers la droite, plus il y a de compétences. Et vous avez en vertical le degré de confiance en soi. Et on voit que quand une personne aborde un sujet, alors il faut que je précise qu'en fait, l'étude scientifique, c'est pas tout à fait ça. L'effet Dunning-Kruger qu'on voit partout sur le web, c'est juste une interprétation de l'étude scientifique. C'est pas exactement ça qu'ils ont mesuré. Mais il y a des gens qui ont retiré ça de l'étude scientifique et c'est intéressant, c'est assez vrai. Et donc, le degré de confiance en soi quand on est débutant, il est très élevé. Auto-surévaluation de soi-même, sous-estimation des experts. Genre, mais pourquoi il dit que c'est complexe? C'est super facile, ce truc. Donc, on est dans la montagne de la stupidité. Et puis, quand on commence à avancer dans les compétences, le degré de confiance en soi diminue vachement. On est dans la vallée de l'humilité. En général, c'est là qu'il y en a pas mal qui abandonnent. Ils se sont rendus compte, tiens, mais c'était vachement plus compliqué que je croyais. Je vais arrêter et faire autre chose. Bon, ben alors, à un certain moment, la courbe de confiance se synchronise avec l'apprentissage des compétences. On est dans une situation normale, auto-évaluation réaliste des compétences. Et puis, il y a un plateau. On est arrivé au bout de... Si c'est une matière au bout de laquelle on peut arriver, hein, parce que les matières qui n'arrêtent pas d'évoluer, l'IA par exemple, il n'y a pas d'expert à 100% en IA, parce que chaque semaine, il y a un nouveau truc. Enfin voilà, vous voyez, c'est intéressant. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire, vous expliquer votre boulot, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la montagne de la stupidité. Voilà. Bon. Bien, essayons de sélectionner tous les caractères, donc... D'accord, vous les englobez, par exemple. Et alors, on va aller tenter la palette alignement. Menu fenêtre, alignement. Alors, dans la palette alignement, il est possible qu'elle arrive comme ça, sans les options du bas qui nous intéressent. Il va falloir, dans le menu pancake de la palette alignement, demander d'afficher les options et vous aurez ça. Oui, le cadre, là, il englobe la totalité de ce qui est sélectionné, en fait. Ok, je vais demander affichage, masquer le cadre de sélection. Vous vous souvenez, on avait vu ça. Et comme ça, on voit les vecteurs. Ah oui, au fait, les vecteurs, ils sont bleus. Parce que le premier calque dans Illustrator, les vecteurs sont toujours bleus. Si ça vous dérange par rapport à un travail qui aurait trop de bleu, on peut double-cliquer sur le calque et changer la couleur des vecteurs. C'est tout à fait possible. Voilà. Voilà. Ok, donc là, j'ai masqué le cadre de sélection. Si j'englobe, je vois ça. Voilà. Bon, c'est pas génial, hein. Je vais mettre en vert. Voilà, en vert, on va bien voir les vecteurs. Voilà. Ah, c'est affreux, mais c'est pas grave. Voilà, le double-clic à droite du nom du calque, c'est la couleur des vecteurs. Ça peut être pratique. Si vous êtes en train de travailler plein de choses qui sont bleues, ben, votre premier calque, les vecteurs sont bleus, vous ne voyez pas très bien. Alors, le cadre de sélection, moi, je vous ai conseillé de l'enlever parce que, de toute façon, on peut le faire réapparaître si on doit faire une transformation, parce que c'est très important de voir les constructions des objets. Après, vous gérez, hein, c'est en fonction de ce que vous faites, mais voilà.
C'est une manière de travailler. Je suis pas là pour faire un clone de moi-même. Je vous donne des infos, après vous gérez et vous fonctionnez avec votre manière de faire. Parce qu'il faut savoir que, bon, suivant l'âge du formateur ou de la formatrice, on est arrivé à un certain moment dans les métiers du graphisme et de l'infographie et on a pris des habitudes de travail. Donc, So là, they don't like you. voilà. Et alors, on va prendre, ici, on va activer objet clé, parce que vous voyez qu'on peut aligner par rapport au plan de travail, par rapport à la sélection, attendez un peu, ouais, ou par rapport à l'objet clé. Objet clé, c'est pas mal, oui. Objet clé, ça veut dire un des objets. They talk to that side. Ça va, vous avez objet clé? Ça veut dire quoi, objet clé? Ben, on décide quel est l'objet qui ne bougera pas. On va en bouger, mais quel est celui qui ne bouge pas? Vous voyez qu'il y en a un qui est plus épais que les autres au niveau de la... Ben, en fait, on peut choisir lequel, en fait, hein, mais ça n'a pas trop d'importance. Mais bon, si je choisis le premier caractère, là, c'est les autres qui vont bouger quand je vais régler l'espacement entre eux, et le premier ne bougera pas, parce que c'est l'objet clé. Et alors, vous avez ici la possibilité de mettre une valeur. Par exemple, si je mets 40 mm et que je clique là-dessus, ça devrait espacer chaque caractère de 4 cm, 40 mm. Voilà. Je sais pas cliquer sur l'alignement objectif. Voilà. Donc, il faut mettre autre chose, hein, il faut décider. 5, par exemple, j'appuie là-dessus, donc, et voilà. Donc, et je recommence, 9, voilà, etc. So please. Donc, comment dire, ça vous montre comment on peut gérer l'espacement quand on a des vecteurs. Dans ce cas-ci, c'est des caractères, mais ça pourrait être une série d'icônes. J'ai une série d'icônes, comment je gère l'espacement entre elles. Voilà une solution. Enfin, que chez moi, ça peut être génial. Voilà. Après, si c'est pas bon, vous pouvez englober. Oui, c'est ça, hein. Si vous pensez qu'entre deux caractères, c'est pas bon, vous pouvez englober des caractères, prendre le bord, et avec la touche Shift enfoncée, ça fait un déplacement parfaitement vertical, horizontal dans ce cas-ci. Ou alors, hein, on englobe, vous jouez avec les flèches au clavier. Vous voyez les flèches au clavier? Et si j'enfonce la touche Shift pendant que j'utilise les flèches au clavier, ça va 10 fois plus vite pour déplacer. Donc, je vous montre pour ceux et celles qui auraient un problème. Quand je parle des flèches au clavier, c'est celle-ci, en fait, hein, dans ce cas-là. Oui, je comprends. Voilà. Donc, on peut englober une partie et avec les flèches au clavier, on peut déplacer. Alors, à quel point ça se déplace je veux dire, sans enfoncer la touche Shift ou avec la touche Shift, ça peut se régler dans les préférences, hein, ce qu'on appelle l'incrément de déplacement. C'est random. Illustrator réglage général, c'est ici en fait. Hein. Voilà. Ça, c'est l'incrément actuel. Vous voyez, quand j'appuie sur la flèche sans la touche majuscule, ça déplace de 0,35 mm et avec la touche majuscule, c'est de 3 mm. Pourquoi 0,35? Certainement parce qu'il s'agit de un point typographique. C'est ça, voilà. Un PT, un point typographique, touche tabulation pour valider ce que j'ai mis là, ça transforme en 0,3528. Vous voyez, c'est ça en fait. The time. C'est des points typographiques. Hein, c'est... Ben, les caractères, vous les définissez avec un nombre de points. Hein, dans Word ou quoi. Mais c'est un point typographique, c'est une unité de mesure. Bon, il y en a existé plein, hein, des points typographiques, mais finalement, on s'est fixé sur le point PostScript de Adobe, finalement. Mais dans l'histoire de la typographie, il y a eu les rois de France qui ont chacun voulu avoir leur point typographique, donc c'est vaste. Mais c'est normalisé maintenant, hein, c'est les points Adobe. Enfin, c'est les points de
du premier produit de Adobe, le PostScript, le langage de... Oui, c'est ça le premier produit de Adobe en 82. Un logiciel qui fait l'interface entre l'ordinateur et les imprimantes laser, qui sert à transférer les informations. C'est ça leur premier produit à Adobe, avant tous les autres logiciels. Et donc, ils ont mis les bases de la publication assistée par ordinateur dans les années 80. Avant, on faisait par ordinateur aussi, mais avec des ordinateurs qui coûtaient le prix d'une voiture. Ça s'appelait des photocomposeuses. Et la PAO, la publication assistée par ordinateur, a été une révolution dans les années 80. Voilà. OK. N'utilisez plus ce terme, sauf si vous adressez à des gens chez qui ça peut être intéressant, mais PAO, ça vous dit quelque chose, publication assistée par ordinateur. Hein? Déjà entendu parler? Vous n'utilisez plus ça parce que c'est vraiment vieillot. Si vous mettez ça sur un CV, ça le fait mal, quoi. On dit plus comme ça. Mais si je m'adresse à des gens chez qui ça évoque quelque chose, et pourquoi pas? Ah, pour connaître l'âge de quelqu'un, tu aimes la PAO? Ça dépend, ça se fait en position horizontale. Je rigole. Bon, j'imagine un premier encart. T'aimes la PAO? Non, j'aime pas la PAO, j'aime pas tout ce qui est les boules dans la bouche et tout ça. Non, c'est pas mon truc. Mais ça n'a rien à voir. Hein? Oui, c'est pas évident. Il faut savoir rire, mais il faut s'adapter à l'environnement. Dans les boîtes, on a des problèmes avec la nouvelle génération, qui est très bien sous certains égards, mais ils ont plusieurs problèmes. C'est que déjà, ils comprennent pas les blagues de vieux. Ils n'ont pas toujours un humour très développé, mais sans doute qu'ils ont un certain humour qui n'est pas celui des gens qui sont dans la boîte. Mais alors, un troisième problème très, très important qu'il y a dans les boîtes, c'est qu'ils ne communiquent pas, quoi. Les jeunes ne communiquent pas. On leur demande de faire un job, ils sont sur l'ordinateur, et puis à un certain moment, on passe plusieurs fois à côté d'eux, et on remarque qu'en fait, ils sont devant l'ordinateur et ils ne font rien. Et c'est parce qu'ils sont coincés. Il y a un truc qu'ils ne savent pas faire. Seulement, ils ne vont pas le dire. Ils vont rester devant l'ordi et ne rien faire. Ça, c'est un problème, quoi. Donc, c'est super important de communiquer et de s'intégrer, quoi. Tout à fait. Le téléphone aussi, c'est incroyable. Le téléphone, c'est terrible. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Le téléphone, ça ne leur va pas non plus. Mais il faut s'adapter, hein. Voilà. Enfin, vous avez vu, voilà, c'est de la manipulation Illustrator qui pourra servir même quand vous travaillez avec autre chose que des polices de caractère. Quand vous travaillez avec des formes, tout ça, ça peut être utile. Alors, c'est une formation à Illustrator, c'est technique, mais on parle aussi de graphisme, hein, et d'habitude dans le graphisme. Et alors, si je fais quelque chose comme ceci, là, je viens juste d'augmenter avec l'outil plan de travail la taille du plan de travail, et puis je vais, par la méthode qu'on a vue, augmenter l'espacement. Voilà. Si je fais ça, je vais peut-être enlever dans ce cas-ci le contour. Voilà. Ça vous dit quelque chose, ce genre de choses? Ça donne un côté haut de gamme quand vous espacez énormément les caractères comme ça. Vous avez ça sur plein de logos et de devantures de magasins haut de gamme. Comme quoi? Oh, écoutez, je vais regarder si je trouve quelque chose. Ah ben voilà, tu parlais de Gucci, c'est le cas. Les caractères sont anormalement espacés. Quoi? C'est-
Abercrombie ou je ne sais quoi. Ouais. On doit aller au luxe aussi quand même. Ben, disons que c'est pas nécessairement parce que c'est du haut de gamme, mais ça veut donner l'image du haut de gamme, et alors, voilà, on espace. Voilà. Ceci pas, par contre, c'est Regarde, pourquoi c'est organe? parce que, en fait, on fait passer le message, on peut gâcher de l'espace, on a du fric. C'est la même chose pour les magazines. Plus vous allez euh, mettre de l'espace vide dans un magazine aéré, plus ça va faire haut de gamme. Mais pour un catalogue de produits, par exemple, où vous prétendez vendre des produits pas chers, c'est pas ce qu'il faut faire. Il vaut mieux tasser tout à ce moment-là. Typiquement, produits haut de gamme, je fais des magazines, des pages avec beaucoup d'espace. Produits pas chers, on ne prend pas beaucoup de marge, ben vous tassez tout. Voilà. Ça vaut aussi sur le site web Ah oui, oui. un peu plus. Ah oui, oui, les sites web, ben, regardez les hauts de gamme, regardez un site Apple, vous avez plein d'espaces vides. Voilà. Regardez un site qui prétend vendre des produits pas chers, genre Amazon, c'est le fouillis, quoi. Il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas utilisé, quoi. Alors qu'en plus, là, ça ne me coûte pas cher. Quand, dans le cas du papier, oui, ça coûte cher. C'est du gâchis, hein, de ne pas remplir le papier, en quelque sorte, entre guillemets. Mais un site web, de l'espace, on en a au kilomètre. Et pourtant, voilà. Tu le